Aujourd'hui, je te présente les mangas Keiichiro Oda dessinés avant One Piece. Il en existe 5 et en plus de te les présenter, je les ai tous analysés pour trouver les liens secrets et autres foreshadowing entre toutes ces œuvres et One Piece. Histoire numéro 1, Wanted, paru début 1993. L'histoire commence avec Gil Bastard, le protagoniste. Il bat des hommes le pourchassant tout en disant qu'ils sont 100 ans en retard pour avoir une chance. Juste après, on fait la connaissance de Wild Joe, un chasseur de primes traquant Gil. Gil est un problème car il a abattu de nombreuses personnes mais agit uniquement en légitime défense. Il ne tue que ceux qui essaient de l'abattre. Cependant, sa prime augmente au fur et à mesure car nombreux sont ceux qui essaient de l'arrêter pour celle-ci. Un jour, Joe tombe sur Gil et essaie de toucher sa prime. Alors qu'il s'approche pour l'éliminer, Gil parvient à le surprendre et à gagner ce duel. C'est à ce moment que l'histoire prend une tournure surnaturelle. Le fantôme de Joe commence à hanter Gil, incapable de passer de l'autre côté en raison de la façon dont il a perdu. Joe propose un marché à Gil. Le marché est simple, il possédera son corps pour un duel et s'il gagne encore, il passera de l'autre côté laissant finalement le protagoniste tranquille. La police a engagé Sino Phoenix, le meilleur tueur à gages pour éliminer Gil en raison de ses meurtres devenus incontrôlables. Le temps passe et Gil et Joe finissent par croiser Sino Phoenix. Joe ne perd pas de temps et prend possession du corps de Gil pour le forcer à défier Sino. Un affrontement armé s'ensuit et Gil parvient à tromper Sino en utilisant des tactiques rusées. Sino est touché et les villageois abandonnent finalement la prime sur la tête de Gil Bastard, le considérant comme un monstre. Après cette victoire, Joe se prépare à passer de l'autre côté, laissant Gil triomphant. Il déclare qu'il reverra Joe dans l'au-delà, dans 100 ans. Passons au lien avec One Piece. Ce premier one-shot tourne autour des primes. Il y a les chassés, les chasseurs et même la police. Des clins d'œil très clairs vis-à-vis des primes dans One Piece, avec les pirates, les chasseurs de primes mais aussi la marine. Deuxièmement, les paroles du protagoniste, il ne fait que de se défendre, pourtant il terrifie le monde dû à sa prime et est considéré comme le méchant à arrêter. Cette nuance et cette profondeur quant au personnage est très intéressante et on la retrouve activement dans One Piece. Pour nous, Luffy est un personnage bienveillant et admirable, alors que les civils du monde le prennent pour un pirate sanguinaire et en fait des dingueries. J'aime cette différence entre les points de vue, le spectre du regard peut activement changer les perspectives. Ambiance très western, très cow-boy avec des tireurs d'élite, c'est anecdotique mais on retrouve ça aussi dans One Piece. Yasop fait un duel de tireurs avec un autre homme dans les règles de l'art. Aussi, le chiffre 100 est le passé futur. Oda fait ça avec précision dans One Piece, comme lorsqu'à Sabaody on nous dit que Luffy est 100 fois moins puissant que Rayleigh, puis récemment qu'il est 100 fois plus fort qu'à l'époque. Enfin, Wanted a un logo qui a grandement inspiré celui de One Piece. Deuxième histoire, le cadeau de Dieu pour l'avenir, paru fin 1993. Bran, un pickpocket, essaie d'arrêter de voler mais n'y arrive pas. L'addiction est trop forte. Il est donc sur le point d'être puni par Dieu. Cependant, Dieu se trompe lors de l'écriture du destin tragique de Bran dans son livre divin et écrit une météorite frappera Branchi. Branchi est un centre commercial et le problème c'est que ça ne peut pas être effacé. Dieu va voir Bran et lui explique tout. Il découvre que tout ce qui est écrit par le stylo du destin dans ce cahier divin se réalise. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui offre aussi la possibilité de changer son destin tragique s'il réussit à sauver les gens à Branchi. S'il fait en sorte que cette météorite ne tue personne, alors il annulera la sentence. Bran se rend donc dans ce centre commercial étant une approche simple, la vérité. Mais ça échoue. Il décide donc de parler d'une bombe. Et là, tout le monde sort sauf un enfant et à quelques minutes de l'impact de la météorite. Il sauve celui-ci in extremis et échappe miraculeusement à la catastrophe. De retour au ciel, Dieu découvre que Bran avait volé le stylo du destin et avait écrit cette fin heureuse pour lui-même. Cette histoire tourne autour de Dieu et du destin, qu'il écrit lui-même et ce sont des thèmes très présents dans One Piece. À Skypiea et récemment dans le manga, on nous parle de Dieu, parfois mythologique, religieux ou même autoproclamé. Ce thème est très présent dans One Piece et nous avons là peut-être les prémices de ce pôle. Mais ce n'est pas tout, le destin est aussi un élément central de l'œuvre. Roger qui arrive trop tôt, le pays de Wano censé être sauvé 20 ans plus tard et j'en passe. Des prophéties ont déjà été annoncées et pas plus tard qu'il y a quelques mois, Luffy a validé l'une d'entre elles en sauvant le peuple de Wano. Est-ce que la destinée du monde de One Piece et du futur de celui-ci serait en réalité déjà tout tracé? On passe à la troisième histoire, Ikiyako paru en 1994. Guko, un moine errant, se retrouve confronté à un monstre effrayant dans une forêt, le forçant à fuir vers un village voisin. Très peureux, il redoute que les villageois lui demandent d'éliminer le monstre. Il préfère se diriger vers un temple pour y passer la nuit. Au temple, Guko est à nouveau attaqué mais découvre que le monstre est en fait le gardien divin du temple, qui se divertissait en effrayant les humains. Il discute et réalise qu'un véritable cannibale rôde dans la région, mais le gardien divin en tant que dieu ne peut pas intervenir. Guko tente de fuir le temple pour échapper au cannibale nommé Itokui, mais se fait attaquer par surprise par celui-ci. Itokui explique qu'il haït les moines à cause d'une expérience traumatisante. Le gardien divin reconnaît les vêtements du monstre comme appartenant à son ami disparu, Koshin. Koshin s'avérait aussi être le maître de Guko. Guko s'enrage et transcende sa peur. Il prend l'épée du gardien divin et tue Itokui pour mettre fin à la terreur. Il continuera sa route ensuite, traquant les monstres dans une quête de sagesse et d'honneur pour son ancien maître, Koshin. Eiichiro Oda ici nous parle encore une fois de Dieu, mais cette fois au pluriel, un peu de la même façon qu'ils nous ont été présentés sur Skypiea. Le gardien divin n'en est qu'un parmi tant d'autres. Par exemple, Nola, le serpent sur Skypiea, est surnommé le gardien des cieux, un clin d'œil très clair, mais ce n'est pas tout. Le grand-père de ce serpent, Kashigami, était considéré comme un dieu par les Shandia et était leur gardien.
Encore un lien assez puissant à cette petite histoire. L'autre lien avec One Piece que ce one-shot possède ne se trouve pas directement dans celui-ci. Oda donne systématiquement ses impressions, pensées ou anecdotes après chacune des histoires, et ici il dit qu'il a choisi le terme cannibale car le mot est profond et en japonais ça signifie l'activité qu'il fait, mais aussi le monstre qu'il est. Plusieurs sens et plusieurs possibilités. Ce n'est pas un secret qu'Oda adore les jeux de mots et les sens cachés. C'est donc une belle prémisse à ce qu'il fait dans One Piece activement depuis 25 ans. Enfin, il dira aussi que l'univers fonctionne dans son ensemble, que le mouvement de la lune ou du soleil est calme et assez puissant pour toucher le cœur des gens, et ça encore, on le sent à travers One Piece. La quatrième histoire, Monsters, parue fin 1994, l'histoire de Ryuma, tu l'attendais, la voici. Elle commence avec le vol d'une corne de dragon légendaire, il y a 10 ans, un objet doté de pouvoirs extraordinaires. Nous rencontrons ensuite Flair, une serveuse, et Cyrano, un célèbre épéiste. On entend aussi parler de King, le plus puissant sabreur du monde selon une rumeur. Un affamé nommé Ryuma se joint à eux. Flair lui sert à manger et Ryuma est honoré d'avoir été sauvé. Après un quiproquo encore une fois sur l'honneur, Ryuma provoque Cyrano en duel. Ryuma apprend que Flair et Cyrano ont survécu à une attaque de dragon il y a 7 ans. Flair était la seule à s'en sortir indemne. Ryuma montre du respect pour Flair et fait part de son désir de devenir un grand épéiste. Plus tard et malgré lui, Ryuma est impliqué dans un incident où il est accusé à tort de vol et de meurtre lié à la légendaire corne de dragon. Ryuma confronte Cyrano, auteur d'un complot. Il le tue et refuse la corne de dragon. Un seul problème, le pouvoir extraordinaire de cette corne est de pouvoir en attirer un, et celui-ci est arrivé. Ni une ni deux, Ryuma part au combat et tue le dragon. L'exploit. Il donne son nom et s'en va. Un des habitants repense plus tard à la légende de Ryuma, aussi appelé King. King est un surnom octroyé par les gens qu'il a sauvés, dont il n'a pas connaissance. C'était donc lui, le meilleur épéiste du monde. Plusieurs choses à signaler ici. Déjà Ryuma, sa personnalité, ses mimiques, on a beaucoup de clés car oui, c'est bien le personnage qu'on connaît dans One Piece. Et grâce au SBS 105, on sait que c'est un ancêtre de Zoro, étant Shimotsuki. Il est surnommé le dieu des lames et possède l'exploit d'avoir tranché et vaincu un dragon. Oui, c'est des informations dans One Piece et c'est ça qu'on retrouve dans Monsters. Mais ce n'est pas tout. Dans One Piece, Zoro tranche un dragon de la même manière que Ryuma dans Monsters, créant un lien direct avec celui-ci. Les épéistes sont à pôle compliqué dans One Piece. Certains sont très honorables et suivent un code strict, et d'autres pas du tout. C'est d'autant plus intéressant car dans Monsters, on a déjà la même chose, des sabreurs qui n'ont aucun honneur, là où Ryuma est intransigeant en ce qui concerne celui-ci. Cette dualité est très intéressante car peu importe qui tu es et comment tu te bats, si tu bats le meilleur, tu le deviens. On finit avec deux petits détails qui ont une importance. Le premier, Ryuma coupe du cuivre et ça surprend tout le monde car le cuivre n'est pas censé se faire couper et ça rappelle évidemment Zoro et Mr. One. L'art du sabre pourrait venir à bout de n'importe quelle matière. Enfin, le sac de Ryuma. Il possède un sac avec des motifs que tu reconnais sûrement, ceux des futurs fruits du démon. Aurait-il un lien avec ceux-ci? Ça restera un mystère puisqu'on passe directement à la dernière histoire. Romance Town, paru en 1996. C'est les prémices de One Piece. Je ne vais pas te résumer ce que tu connais déjà, alors concentrons-nous directement sur les différences que tu pourras trouver entre Romance Town et One Piece. Premièrement, les personnages. Nami s'appelle Anne avec une apparence similaire, là où Baggy par contre s'appelle Six-Sided Spill et a un chara-design bien différent. Luffy ne veut pas devenir le roi des pirates, il n'est pas mention de ça. Il veut devenir un peacemain, c'est le terme qui signifie les pirates qui partent à l'aventure pour la vie que ça procure, plutôt que pour piller ou voler. Ceux-ci sont appelés les Morganiers. C'est intéressant car dans One Piece c'est plus discret mais on a cette volonté d'Oda de nous montrer plusieurs types de pirates, les bons et les mauvais avec beaucoup plus de nuances. Aussi, Luffy n'a pas été inspiré par Shanks mais par son grand-père, et je ne cite pas Garp car le nom n'a pas été donné, mais il a la même tête. Son grand-père est un peaceman et a inspiré Luffy à le devenir. Il y a aussi la scène de la passation du chapeau, et il discute de ce que pourrait être un véritable trésor et on comprend très vite que le chapeau de paille est le trésor de Luffy, un pôle important encore aujourd'hui dans One Piece. Dans la continuité, c'est aussi Garp qui lui donne le fruit, au départ pour le vendre car il coûte 5 milliards de berries et serait considéré comme le fruit dont tout le monde rêve. Aujourd'hui dans One Piece on comprend pourquoi. D'ailleurs la somme de 5 milliards ne te dit rien. C'est aussi le prix du Ope no Mi dans One Piece, le fruit le plus cher du monde. Concernant ce fameux fruit que Luffy mange directement dans Romance Down, c'est le fruit du caoutchouc, marquant qu'Oda avait déjà en tête les belles choses qui arrivent plus tard car le caoutchouc à lui seul ne peut justifier 5 milliards de berries. Je t'ai dit précédemment lors de la deuxième histoire que le destin est important pour Oda et que tout serait écrit. Ça appuie la théorie qui me tient le plus à cœur, celle sur ce que serait le One Piece que tu peux retrouver tout de suite. Si t'as aimé cette vidéo alors abonne-toi et mets un pouce bleu, ça aide beaucoup. Merci pour la force, ciao ciao.